voilà, j'ai commencé. I'm trying to go to the next slide. Oh. OK, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on commence l'événement Les études supérieures en regard de l'intérieur. Je suis la vice-présidente de Jeunes Femmes en Bio et je vais commencer par présenter notre organisation. Donc, Jeunes Femmes en Bio donne aux filles aujourd'hui des moyens de devenir des leaders de demain en aide à opérer des changements positifs grâce à la science, la technologie, l'engineering, I can never pronounce this, et les mathématiques. Et on a 14 chaptres aux États-Unis et au Canada. Et on organise des événements, maintenant des événements virtuels comme ceci, pour présenter aux filles des carrières et des femmes professionnelles dans les domaines de STEM. Donc, maintenant, je vais commencer pour vous présenter une vidéo qui introduit notre institut de recherche en immunologie et cancérologie à l'Université de Montréal. Donc, laissez-moi savoir si vous n'entendez pas le son. Juste un moment. Pascal, we're not seeing the video. Pascal? Pascal? Pascal, can you hear me? Yes, Sarah? Pascal, on n'entend pas. Oh non? Ah, OK. Sarah is muted. So there now, because we can hear her when she's unmuted. All right. OK, let me know if this works. C'est bon. Now it works. Good. L'IRIC, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie situé au pavillon Marcel Coutu de l'Université de Montréal, est un centre de recherche sur le cancer innovant et unique au Canada. On y trouve plus de 450 passionnés, représentant une des plus importantes concentrations de chercheurs au Canada qui travaillent ensemble à vaincre le cancer. Les chercheurs de l'IRIC sont recrutés de par le monde sur la base de l'excellence de leurs recherches et de la complémentarité de leurs expertises, ce qui permet de mieux comprendre le cancer. De plus, l'IRIC se distingue par la mise sur pied d'une chaîne de découverte de médicaments contre le cancer. L'apport de plus de 30 chimistes médicinaux ainsi que des biologistes spécialisés au sein de l'équipe est un autre signe distinctif de l'Institut. L'IRIC est également reconnu comme un centre de formation hors pair et pour son programme en biologie des systèmes du cancer. Les quelques 200 étudiants provenant de plus de 15 pays bénéficient d'un enseignement pratique et théorique multidisciplinaire, faisant d'eux de futurs scientifiques de classe mondiale. Les étudiants et chercheurs de l'IRIC disposent du plus impressionnant parc technologique en recherche biomédicale au Canada.
Ce parc est également mis à la disposition des autres centres de recherche. La valorisation et la commercialisation des découvertes de l'IRIC sont assurées par IRICOR et reposent sur un modèle intégré qui favorise des ententes de partenariat et de collaboration avec l'industrie biopharmaceutique. Ce modèle audacieux de l'IRIC permet d'accélérer les découvertes de médicaments et d'amorcer des essais cliniques plus rapidement. En moins de 10 ans, la façon d'envisager la recherche à l'IRIC a déjà permis de réaliser des avancées scientifiques importantes contre le cancer, d'où sa réputation d'excellence au sein de la communauté scientifique canadienne et internationale. Confiant que ce nouveau modèle est prometteur, les appuis financiers des organismes gouvernementaux et des dons privés sont un gage de réussite et de continuité. En somme, le modèle innovant et unique de l'IRIC, c'est une concentration de chercheurs sur le cancer, la complémentarité des expertises, une chaîne de découverte de médicaments, un programme de formation multidisciplinaire, un parc technologique ultra moderne, une unité de valorisation et de commercialisation intégrée. Cette vision d'équipe est la seule voie qui permettra de faire des pas de géant. L'IRIC, c'est l'audace de vaincre le cancer différemment. OK, merci. Sarah, est-ce que vous... j'ai compris que la qualité de la vidéo n'était pas excellente, donc peut-être si tu veux, tu peux partager ton vidéo, ta présentation. Oh non, avant ça, on a le quiz. Excusez. Donc, on va commencer avec un quiz des films en bio. Je vais partager le browser. Ah, ça ne fonctionne pas. Excusez juste un moment. OK, est-ce que vous le voyez? Donc, pour le quiz, vous pouvez aller à cette adresse, joinmyquiz.com, et vous pouvez entrer le code qui est ici, 825413. Donc, j'ai le chat devant moi si vous avez de la difficulté. OK, il semble qu'il y a, oui, 2 personnes. Toi. Excellent, ça fonctionne. Vous êtes beaucoup. Et vous avez des noms créatifs. OK, je crois que tout le monde est là. Je vais commencer le quiz.
Donc maintenant, les étudiants sont en train de compléter le quiz et on va réviser les réponses après. Mais je comprends que l'écran, c'est toujours blurry. Donc, je vais demander peut-être à Sarah de partager les autres vidéos après. Sarah, OK, ça va? Yep. Je crois que tu as aussi la permission de partager l'écran. Donc, ça va fonctionner. Est-ce que les slides étaient aussi blurry ou c'est seulement le browser et les vidéos? Les slides aussi? Non. Non seulement la vidéo, Pascal. OK, excellent. Oui, il semble que c'est fini. Je vais partager les slides. Donc, la première réponse, les questions étaient peut-être mélangées, mais Dr. Rosalind Franklin était une des réponses. Elle a confirmé la structure hélicodiale de ADN avec les images de diffraction à rayon X. Watson et Crick ont publié sa constatation avec la créditeur pour sa contribution, mais avait-elle reçu un crédit d'où elle aurait peut-être reçu le prix Nobel en chimie. Deuxièmement, Elizabeth L.M. Blackburn a co-découvert la télomérase avec Dr. Carol Grieder et Jack Szostak, avec qui elle a partagé le prix Nobel en physiologie ou de médecine. Actuellement, elle continue ses recherches sur le télomérase et la biologie des télomérase à l'Université de Californie à San Francisco. Et Dr. Françoise Barré-Sinoussi s'est vu décerner le prix Nobel en physiologie ou en médecine en 2008 avec son mentor, Dr. Luc Montagnier, pour avoir co-identifié le virus de l'immunodéfense, mais HIV, comme la cause du sida. Et elle espère dernièrement, pendant sa maîtrise, a étudié l'huile de Cholmugra qui avait été utilisée pour la lèpre, mais était douloureuse en injection et désagréable pour ingester. Donc, elle a révolutionné le traitement de la lèpre par découvert une forme d'éthyl ester. Donc, c'était moins douloureuse pour injecter. Donc, c'était une grande
Discovery. Donc, Sarah, je vais vous laisser partager l'écran. Mais avant ça, excusez, vous pouvez soumettre les questions par cet site web. Donc, je crois que la majorité de vous ont le site web déjà, mais le code, c'est ça. Et je vais mettre le code dans le chat. Merci Pascal. Oui. Donc maintenant, tout de suite, on va écouter les vidéos. Donc ça sera une vidéo qu'on va vous présenter tout de suite. Alors, en premier, c'est moi qui vais vous présenter en fait ce que je fais un petit peu au laboratoire. Moi, je suis une étudiante au doctorat à l'IRIC, donc l'institut qui vous a été présenté. Je suis à l'Université de Montréal avant tout et à l'IRIC. Et donc, en premier, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais au quotidien dans le laboratoire. Excusez-moi, hop. Et voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Faites-moi signe dans le chat si jamais vous ne voyez pas l'écran. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait un laboratoire de recherche? Je vous invite aujourd'hui à le découvrir avec moi. Mais avant ça, revenons ensemble sur quelques notions de biologie. Le corps humain est composé de milliards de cellules, de formes et de tailles variables, et qui ensemble constituent nos différents organes. Cet ensemble est rigoureusement structuré et contrôlé pour assurer le bon fonctionnement de notre corps. Les cancers proviennent d'un défaut dans nos cellules qui les pousse à se multiplier de façon anormale jusqu'à former des masses appelées des tumeurs. Qui dit lutter efficacement contre ces maladies, dit qu'il faut avant tout les étudier et surtout les comprendre. Ainsi, en plus de trouver des thérapies anticancéreuses, il est tout aussi important de comprendre les événements biologiques qui gouvernent la survenue des cancers. Comment une cellule se divise? Comment notre ADN se répartit-il? La réponse à ces questions nous permettra de savoir, mais finalement, comment une cellule devient-elle cancéreuse? Il existe différentes approches pour étudier les cancers. Selon le sujet qui nous intéresse, mais avant tout selon la question biologique que nous nous posons, la méthode et plus particulièrement les expériences scientifiques que nous serons amenés à faire seront différentes. Voici une des pièces essentielles du laboratoire, la salle de culture. Ici, les cellules sont gardées vivantes à l'extérieur du corps, grâce à des milieux adaptés à leur croissance. On dit qu'on fait des expériences in vitro. On reproduit en laboratoire ce qui se passe en réalité dans le corps. Nous voici de retour dans le laboratoire. Chaque membre d'un laboratoire accomplit ses expériences à sa paillasse, qui est son espace personnel de travail. Tout comme un chef cuisinier se doit de garder sa cuisine rangée et propre, un chercheur se doit d'organiser sa paillasse pour effectuer ses expériences de façon rigoureuse et sécuritaire. De nombreuses expériences se font sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Par exemple, il est courant de stocker ces échantillons à des températures très froides pour les préserver et les analyser plus tard. Dans d'autres cas, des cultures peuvent être placées à des températures contrôlées pour favoriser leur croissance. Les protéines sont les composantes principales des cellules de notre corps. Ces protéines ont des rôles variés. Elles peuvent par exemple faire partie de la membrane de la cellule, être un moyen de défense contre des pathogènes, ou permettre à la cellule de recevoir des informations de son environnement. On peut étudier les différentes protéines cellulaires par une technique couramment utilisée en laboratoire, le Western blot. On voit ici une des étapes de la technique du Western blot. C'est l'électrophorèse sur gel.
Les cultures de cellules ont été récoltées et leurs membranes ont été rompues. Le contenu cellulaire a ensuite été homogénéisé et un colorant bleu y a été ajouté. Chaque échantillon est ensuite déposé dans un puits d'un gel de polyacrylamide les uns à côté des autres. Par la suite, grâce à un courant électrique, les protéines vont alors traverser ce gel de haut en bas, permettant ainsi à toutes les protéines de l'échantillon d'être séparées en fonction de leur poids. Le puits complètement à gauche contient un marqueur de poids moléculaire où chaque bande colorée correspond à un poids connu. Grâce à ce marqueur et à l'utilisation d'anticorps, on pourra ensuite identifier les protéines présentes dans chaque échantillon. Chaque cellule contient de l'ADN, et c'est cet ADN qui lui sert de mode d'emploi pour fabriquer chaque protéine dont elle aura besoin. Si cet ADN est abîmé, on dirait qu'il a subi une mutation, la protéine produite risque d'être endommagée. Il est donc important d'analyser l'ADN de nos cellules. Pour ce faire, des machines très performantes nous permettent de séquencer et détecter ces mutations en quelques heures à peine. Nous disposons au laboratoire d'une bibliothèque assez unique en son genre. Elle est composée de centaines de tubes différents, tous conservés à 18 degrés très précisément. À votre avis, que peuvent bien contenir ces tubes? Vous l'avez deviné, il s'agit de la drosophile, que vous connaissez probablement sous le nom de mouche à fruits. C'est cette toute petite mouche qui vole au-dessus de vos fruits quand ils sont trop mûrs. Cet animal, utilisé en laboratoire depuis plus de 100 ans, est très facile à élever et à entretenir, et ne prend vraiment pas beaucoup de place. Mais ce qui en fait un animal très prisé des chercheurs, c'est la similarité de son patrimoine génétique avec celui de l'homme. En effet, 75% des gènes responsables de maladies chez l'homme sont retrouvés chez la drosophile. C'est donc un modèle de choix pour étudier des problématiques en santé humaine. Les drosophiles doivent être manipulées avec le plus grand soin. Elles sont donc endormies avec du dioxyde de carbone qui est injecté dans le tube grâce à un piston. Les drosophiles sont ensuite délicatement déposées sous la loupe binoculaire afin d'être observées. Ensuite, à l'aide d'une plume, les mâles et les femelles sont séparés, les femelles à gauche et les mâles à droite, afin de pouvoir ensuite contrôler leur reproduction. Une fois que les drosophiles auront été bien identifiées, elles seront ensuite replacées dans le tube approprié où elles se réveilleront quelques secondes plus tard. Voici les femelles rayées à gauche et les mâles à l'extrémité plus foncée à droite. On dit qu'un généticien de la drosophile est capable de reconnaître les mâles et les femelles à l'œil. Êtes-vous capable de différencier les mâles et les femelles de ce tube? Les tubes de drosophile contiennent tous les nutriments dont elles ont besoin pour vivre et se reproduire. Après quelques semaines et plusieurs éclosions, les drosophiles ont besoin d'un nouveau tube. Elles sont donc rapidement placées dans un nouveau tube pour pouvoir garder chaque lignée de drosophiles intacte.
Grâce à des microscopes très puissants, on peut même maintenant observer des embryons de drosophiles dans les moindres détails. Les embryons ont été génétiquement modifiés pour que chacune de leurs cellules émette une fluorescence verte. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la visite et que cet aperçu des coulisses de la recherche vous aura donné l'envie de vous-même en faire partie. Merci pour votre attention. Alors, tout de suite, je vais vous présenter en fait la deuxième étudiante qui fait sa maîtrise à l'ERIC. C'est Virginie Côté-Gravel. Et je vais vous montrer tout de suite, elle aussi, ce qu'elle a réalisé pour vous. Bonjour, moi c'est Virginie et je suis présentement en train de terminer ma maîtrise à l'ERIC. Donc vite, juste pour vous donner une idée de ce que j'ai fait avant de me rendre ici, je vous montre mon parcours. Je vais vous parler un peu de mon parcours juste pour vous montrer à quel point la biologie c'est un grand domaine. Donc mes études en sciences ont commencé au Cégep Huntsic lorsque j'ai complété mon diplôme d'études collégiales en sciences de la nature. J'ai ensuite continué mon parcours à l'UQAM pour faire mon baccalauréat en sciences biologiques. Et finalement, j'ai poursuivi à l'Université de Montréal pour ma maîtrise et plus précisément à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie. En arrivant au bac à l'UQAM, je ne savais pas encore exactement vers quoi je m'enlignais. Par contre, dès la première année, on nous fait part de nos options et surtout de la diversité des domaines qui découlent des sciences biologiques. Plus particulièrement à l'UQAM, on touche à ces trois domaines principaux, l'écologie, la toxicologie et les biotechnologies. On peut voir aussi que ces domaines peuvent se sous-diviser en plusieurs catégories et donc on peut voir à quel point la biologie, c'est très varié. Je me suis donc initialement intéressée à l'écologie aquatique. Plus précisément, je me suis fait offrir un stage de recherche après avoir obtenu une bourse. Pour faire vite, j'ai étudié l'impact d'un poison invasif dans nos eaux, la guebille à tache noire, sur les populations d'insectes aquatiques, puisque c'est un indicateur de la santé de nos eaux. En gros, chaque jour, j'enfilais ce magnifique uniforme et j'allais pêcher des poissons et des bébites tout l'été. Toutefois, j'ai finalement décidé de changer ma salopette pour mon sarrau et je me suis spécialisée en biotechnologie. Pour vous donner un exemple, durant ma troisième année, j'ai eu un cours sur la transformation génétique chez les végétaux. Je trouvais complètement fascinant qu'il existe autant de techniques qui nous permettaient de changer le fondement de l'identité génétique d'un organisme vivant. Voici quelques exemples qui, j'espère, vont piquer votre curiosité. Ici, on voit une technique qui permet de changer de manière transitoire, donc temporaire, une région précise d'une plante grâce à une bactérie. Donc, on utilise la bactérie pour insérer un gène qui va faire de la fluorescence sous une lampe UV, comme on peut voir en vert. Donc, on peut voir le gène vert fluo qui ressort. Ici, c'est ce qu'on appelle une transformation chimique. Donc, l'usage d'une substance chimique pour transférer, encore une fois, des gènes fluorescents. Ça fait des super belles images. Et finalement, ici, on a une technique de transfert direct de l'ADN en utilisant littéralement des microprojectiles. Donc, on a un genre de fusil qui nous permet de modifier l'ADN. Inquiétez-vous pas, ici, c'est juste sur des oignons verts. Donc, finalement, après ces 3 belles années de bac, j'ai décidé de poursuivre à la maîtrise à l'ERIC. Donc, ici, juste pour vous situer, on voit tout le campus de l'UDM sur le beau Mont-Royal. Ça, dans le coin, ici, c'est le bâtiment de l'ERIC. J'ai eu la chance d'être recrutée par Dr. Sylvie Madère au sein de son laboratoire afin de travailler sur le cancer du sein. Pour moi, j'ai trouvé ça encore plus valorisant de travailler sur un sujet qui touchait presque uniquement les femmes. Je suis certaine que parmi vous, il y en a quelques-unes qui connaissent de près ou de loin une femme qui a reçu un diagnostic de cancer du sein. J'en suis presque certaine parce que malheureusement, c'est le cancer le plus répandu chez les femmes canadiennes. Ainsi, ça représente environ 25% de tous les cancers. Et en chiffres, ça veut dire que c'est une femme sur 8 qui va recevoir un diagnostic de cancer du sein. En plus de ça, c'est la deuxième plus grande cause de décès par cancer chez les femmes canadiennes, soit 13% de tous les décès par cancer. Encore une fois, en chiffres, ça représente une Canadienne sur 33. On voit que malgré la grande quantité de recherches qu'on a déjà faites et les traitements disponibles, il faut encore mieux comprendre cette maladie afin de diminuer le nombre de femmes touchées par le cancer du sein. Et bien, ça tombe bien puisque c'est exactement ce que l'on fait dans mon laboratoire. Donc, le cancer du sein, c'est quoi?
C'est une maladie très complexe qui vient du fait que des cellules vont se diviser et donc se multiplier de manière non contrôlée pour former des tumeurs. Généralement, ce phénomène-là se présente quand on a une dérégulation du cycle cellulaire qui est pourtant habituellement extrêmement bien contrôlée et très bien gardée. Il y a plusieurs coupables dans le cancer du sein, mais moi je m'intéresse particulièrement à une protéine qui s'appelle le récepteur des estrogènes. Si vous ne le savez pas, des estrogènes, ce sont des hormones sexuelles femelles. Donc, sans vouloir trop rentrer dans la science, si on fait un dessin très simplifié de la cellule, on voit la cellule et dedans son noyau. Des estrogènes, soit les triangles rouges, vont aller se lier sur les récepteurs des estrogènes en bleu. Une fois que cette interaction se fait, le complexe va se déplacer jusque dans le noyau et va se lier à l'ADN, comme on peut voir ici. Cette liaison-là va permettre d'activer des gènes, notamment des gènes qui permettent aux cellules de se multiplier. Donc, vous comprendrez que si ce mécanisme est dérégulé, la formation de tumeurs est possible. Mes projets de recherche reposent sur le fonctionnement de ce récepteur-là et des mécanismes qui sont impliqués dans le cancer du sein. Il faut comprendre que ce que je fais à l'IRIC, c'est de la recherche fondamentale, donc j'essaie vraiment de mieux comprendre des mécanismes de base dans la cellule et dans le corps humain qu'on peut observer. Toutefois, le but ultime serait de trouver un lien clinique à tout ça, en identifiant des mécanismes dont on pourrait cibler à des fins thérapeutiques, principalement pour le cancer du sein. J'ai aussi la chance d'avoir un emploi à travers tout ça en recherche clinique. Donc cette fois, je sors du laboratoire et interagis directement avec les patients. En ce moment, je travaille en recherche clinique dans le département de chirurgie cardiaque du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, donc le CHIM que vous connaissez peut-être. La recherche clinique, c'est quoi? C'est de la recherche qu'on fait sur les patients directement et qui a pour but l'amélioration d'une condition donnée. Donc non seulement cet emploi me permet de sortir du laboratoire de temps en temps, mais me met aussi en relation avec les patients ayant eu une opération cardiaque. C'est un autre niveau de la recherche et souvent on peut observer les impacts directs de nos recherches sur la condition des patients. Je peux vous donner un exemple d'étude qu'on fait ici au CHU. Donc, vous avez tous très probablement entendu parler du Botox, une molécule qu'on utilise souvent à des fins esthétiques. Maintenant, on s'intéresse aussi au Botox dans une étude, mais plutôt à des fins thérapeutiques. Donc, ainsi, j'ai la chance d'assister aux chirurgies cardiaques afin d'éjecter du Botox dans les tissus graisseux entourant le cœur. Ceci a pour but de réduire une complication post-opératoire beaucoup trop commune, soit la fibrillation auriculaire. En gros, c'est quand le cœur a une activité électrique non régulière et ça peut être très très dangereux. Voilà, c'était un petit exemple de ce que j'ai fait et ce que j'ai fait. Pour terminer, je voulais juste vous parler de l'importance des femmes en sciences. Donc, les femmes sont importantes dans tous les domaines, évidemment, mais aussi en sciences pour plusieurs points dont je vous en énumère quelques-uns ici. Donc, évidemment, premièrement, il faut briser les stéréotypes dans les différents domaines d'emploi, dont en sciences, parce qu'on est autant capable que les hommes à faire une multitude de tâches. Ensuite de ça, on manque de scientifiques, on manque de chercheurs. Donc, il faut augmenter le nombre de chercheurs et c'est en ayant plus de femmes, évidemment, on va pouvoir augmenter ce nombre-là. Ensuite de ça, les femmes vont amener des nouvelles perspectives et une nouvelle expertise. Les hommes et les femmes pensent souvent pas exactement de la même manière et donc on a toute une place importante autour de la table de discussion. Attention ici, je ne dis pas qu'il y a un sexe meilleur que l'autre, mais juste qu'on peut apporter chacun une nouvelle perspective. Et finalement, le fait d'avoir plus de femmes, évidemment, ça va assurer une meilleure équité des genres et ainsi s'assurer que les recherches incluent la diversité des sexes. Je dis ça parce que l'homme est souvent considéré comme étant la norme, mais on se rend de plus en plus compte que les hommes et les femmes ne réagissent pas et ne fonctionnent pas tous de la même manière, et donc il est important de considérer le sexe des sujets lorsqu'on effectue des recherches. En plus de ça, les femmes et les hommes n'ont souvent pas le même background social et cela peut mener à la diversification des idées. Finalement, il faut comprendre que même si la cause s'améliore depuis des décennies, il y a encore une grande disparité entre les hommes et les femmes en sciences. Si vous voulez en apprendre davantage sur cela, je vous invite à aller lire ce rapport qui est très très intéressant et qui soulève des points importants. À défaut de tout pouvoir vous les dire, je vous en mentionne qu'un seul ici que je crois est très important. Juste un instant. OK. Donc ici, on peut voir le ratio du nombre de subventions de recherche reçues par des femmes comparativement aux hommes. Malheureusement, le Canada, qu'on peut voir ici, le petit point en rose pâle tout en haut, le Canada est le pays avec le plus faible ratio parmi ces pays mentionnés ici.